j'espère que vous allez bien. On reprend les streams ASMR puisque je suis toujours un petit peu malade, mais en vrai ça va. Du coup, voilà, j'espère que je vais du nez et que ça va bien se passer. Il y a Etas qui est derrière moi. Je suis très fatigué. Puisque voilà, j'ai été malade toute la semaine. Et comme je me fais bientôt opérer, j'enchaîne des semaines de 2 fois qui me rapportent plus d'argent parce que je vais rester en arrêt pas mal de temps. Du coup, je suis assez fatigué, mais it's ok. On est rendu, du coup, on a du mal, pardon, on a beaucoup de mal à avancer dans le 5e tome des aventures d'Harry Potter. Mais on avance, je pille de mute mon téléphone. Passer à deux doigts de la catastrophe. Et mais on va y arriver. On était rendu où Harry est arrivé au QG de l'Ordre du Phénix. Il est très en colère contre tout le monde, en vrai. Genre tout le monde, parce que personne ne parle du retour de Voldemort, personne ne sait rien, enfin c'est... Et coucou Eve. Je pense au coup, mais pas de soucis, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Merci d'être venu dire bonjour. Et bon courage pour ton live du coup. Et il est en colère contre tout le monde, genre absolument tout le monde. Et il aimerait être un petit peu plus au cœur de l'action. Donc, on était rendu au chapitre 5, l'Ordre du Phénix. Ma chère vieille mère, oui, dit Sirius. Depuis un mois, nous essayons de la décrocher, mais elle a dû jeter un maléfice de glu perpétuel derrière la vieille étoile. Viens, descendons vite avant qu'elle ne se réveille de nouveau. Mais qu'est-ce que fait le portrait de ta mère dans une telle maison demanda Harry, déconcerté. Sirius suivit des autres sorciers, entraîna Harry hors du hall dans un étroit escalier de pierre. Personne ne t'a rien dit. Cette maison était celle de mes parents, et comme je suis le dernier survivant de la famille Black, j'en ai hérité. Je l'ai mise à la disposition de Dumbledore pour y installer le QG général. C'est d'ailleurs la seule chose utile que j'ai réussi à faire. Harry, qui s'était attendu à un meilleur accueil, fut frappé par le ton dur et amer de Sirius. Il suivit son parrain au pas des marches, puis dans une cuisine aménagée au sous-sol. C'était une salle de la taille d'une caverne, à peine moins sinistre que le hall, avec des murs en pierre brute. Elle était éclairée essentiellement par un grand feu de bois qui brûlait dans une cheminée aménagée tout au fond. La fumée de pipe qui flottait dans l'air, comme des voultes au-dessus d'un champ de bataille, laissait voir les contours menaçants de lourdes casseroles et de marmites vertues, suspendues au plafond, baignées de ténèbres. De nombreuses chaises apportées par le besoin de la réunion s'alignaient autour d'une longue table de bois encombrée de rouleaux de parchemin, de coupes, de bouteilles de vin vides et d'un tas informe qui semblait constitué de chiffons. Au bout de la table, Weasley, Bill, son fils aîné, passent penchés l'un vers l'autre. Madame Weasley s'éclaircit la gorge. Son mari, un homme mince au front dégarni, avec des cheveux roux et des lunettes d'écaille, jeta un regard autour de lui, puis se leva d'un bond. « Harry, dit-il en se précipitant pour l'accueillir, ça fait plaisir de te voir. » Il lui serra chaleureusement la main. Par-dessus l'épaule de Monsieur Weasley, Harry jeta un regard rapide. Ses cheveux longs, toujours noués en catogan, et il s'affairait à enrouler les parchemins qui traînaient sur la table. « Tu as fait bon voyage, Harry ?» demanda Bill, en essayant de ramasser une douzaine de parchemins à la fois. « Voleuil n'est pas passé par le Groenland. Il a essayé, dit donc. » Elle s'était approchée de Bill.
Elle s'était approchée de Bill pour l'aider et avait aussitôt renversé une bougie allumée sur le dernier morceau de parchemin resté sur la table. « Oh non, je suis désolée. »« Ce n'est rien, ma chérie, » dit Madame Weasley, visiblement exaspérée. D'un coup de baguette magique, elle répara le parchemin. À la lueur de l'éclair qui sortit de la baguette, Harry aperçut un dessin semblable à un plan d'immeuble. Madame Weasley avait surpris son regard. Elle saisit le parchemin d'un geste vif et le fourra dans les bras déjà surchargés de Bill. « Ces choses-là devraient être rangées très vite à la fin des réunions, dit-elle sèchement. Elle fila ensuite vers un buffet ancien, d'où elle commença à sortir des assiettes. Brandissant sa baguette magique, Bill marmonna Evanesco et les parchemins disparurent aussitôt. « Assieds-toi, Harry, dit Sirius. Tu connais déjà Mundungus, je crois. » Ce que Harry avait pris pour un tas de chiffons émit un long grognement, puis se redressa d'un coup. « Y a quelqu'un qui m'a appelé, » grommela Mundungus d'une voix ensommeillée. « Je suis d'accord avec Sirius. » Il leva une main crasseuse comme pour participer à un vote. Ses yeux cernés, injectés de sang, lança un regard vitreux. Ginny bouffa de rire. « La réunion est terminée, Dick, » annonça Sirius, tandis que tout le monde prenait place autour de la table. Harry est arrivé. « Hein » dit Mundungus, en observant Harry d'un air sinistre à travers ses épaisses mèches rousses. « Alors le voilà, nom de nom. »« Ça va, Harry ?»« Ouais, dit-il. » Mundungus fouilla fébrilement dans ses poches, sans quitter Harry des yeux, et en sortit une pipe noire et sale. Il la colla entre ses dents, l'alluma avec sa baguette magique et en tira une longue bouffée. Un épais nuage de fumée verdâtre se répandit autour de lui, en le cachant bientôt à la vue. « Et coucou Pikachu, comment tu vas ?»« Je vais bien. »« Merci de t'en inquiéter. Ça commence, je suis encore un peu pris du nez, mais ça va le faire. »« Te dois des excuses, » grogna d'une voix au milieu du nuage malodorant. Mundungus, s'exclama Madame Weasley. Voulez-vous bien cesser de fumer cette chose dans la cuisine, surtout quand on s'apprête à manger? Ah oui, d'accord, Molly, désolé. Le nuage de fumée se dissipa, tandis qu'il remettait la pipe dans sa poche, mais une odeur âcre de chaussettes brûlées s'attarda dans l'atmosphère. Et si vous voulez dîner avant minuit, j'ai besoin d'un coup de main, ajouta Madame Weasley, en s'adressant à l'assistance. Non, reste où tu es, Harry, chérie, tu as fait un long voyage. Qu'est-ce que je peux faire, Moody ? Demanda donc avec enthousiasme, qui en s'approchant d'un pas bondissant. Mrs. Weasley hésita, apparemment inquiète. Non, ça va, donc. Il faut que tu te reposes toi aussi. Tu en as déjà assez fait aujourd'hui. Non, je vais t'aider, protesta Tonks, d'un ton claironnant. Elle renversa une chaise en se dirigeant vers le buffet d'où Ginny sortait des couverts. Bientôt, des gros couteaux se mirent à couper toute seule viande et légumes sous la surveillance de Madame Weasley. Pendant ce temps, Madame Weasley remuait le contenu d'un chaudron accroché au-dessus du feu, et les autres s'occupaient de sortir des assiettes et des coupes, ainsi que divers ingrédients conservés dans le garde-manger. Harry se retrouva assis à la table en compagnie de Sirius et de Mundungus, qui le regardaient toujours d'un œil lugubre. Elle s'est sauvée, elle est saoulée. Elle est repartie à 20h30. Ah bah c'est cool, ouais j'ai lu ça sur le live d'Elodie, c'est cool pour toi, je suis content. Ouais, j'espère que je serai surtout pas positif au Covid, on verra bien. On croise les doigts. Tu as revu la vieille fille depuis, demanda-t-il. Non, répondit Harry, je n'ai revu personne. Tu sais, normalement, je ne serais pas parti, assura Mundungus, en se penchant vers lui, une larmoyante dans la
mais j'avais une bonne affaire. Harry sentit quelque chose lui effleurer les genoux. Il sursauta, mais ce n'était que Patron, le chat orange aux pattes arquées d'Hermione. Il se frotta contre les jambes de Harry en ronronnant, puis sauta sur les genoux de Sirius et sifflotit. Sirius le gratta derrière les oreilles d'un air absent, tandis qu'il se tournait vers Harry, la mine toujours sinistre. « Tu as passé de bonnes vacances ?»« Non, c'était atroce, répondit Harry. Pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à un sourire passa sur le visage de Sirius. « Moi, en tout cas, je ne vois pas de quoi tu te plains. »« Quoi ?» s'exclama Harry, incrédule. « Personnellement, j'aurais été ravi d'être attaqué par des tétraqueurs. Une lutte mortelle pour le salut de mon âme aurait été bienvenue, histoire de rompre la monotonie quotidienne. Tu trouves que tu t'es ennuyé, mais au moins, tu pouvais sortir de dégourdir les jambes, participer à une ou deux bagarres. Moi, je suis resté enfermé ici pendant tout un mois. »« Comment ça se fait ?» demanda Harry, les sourcils froncés. « Parce que le ministère de la magie me recherche toujours, et qu'à présent, Voldemort sait que je suis un animagus. Que de faire, le lui aura dit. Donc, mon beau déguisement ne me sert plus à rien. Je ne peux pas faire grand-chose pour l'ordre du Phénix. C'est du moins ce que pense Dumbledore. » Le ton un peu éteint sur lequel il avait prononcé le nom de Dumbledore laissait penser que lui non plus n'était pas très satisfait du directeur de Poudlard. Harry ressentit un soudain élan d'affection pour son parent. « Toi au moins, tu savais ce qu'il se passait, dit-il, d'un ton énergique. « Oh oui, répondit Sirius avec ironie. J'ai écouté les rapports de Rogue, j'ai supporté tous ces sarcasmes sur le fait qu'il était dehors à risquer sa vie, pendant que je restais confortablement ici à m'amuser. Il me demandait si le nettoyage avançait bien. Quel nettoyage? Il fallait essayer de rendre cette maison habitable pour des humains, dit Sirius, en montrant d'un geste de la main le triste décor de la cuisine. Il y avait 10 ans que plus personne ne vivait ici, depuis la mort de ma mère, à part son vieil elfe de maison, qui est devenu un peu cinglé et qui n'avait pas fait le ménage pendant des années. Sirius, dit Mundungus, qui semblait ne prêter aucune attention à la conversation, mais examinait minutieusement sa coupe vide. C'est de l'argent massif, ça? Oui, répondit-il, en regardant la coupe avec dégoût. 15e siècle, argent ouvragé, superbe travail de gobelin, aux armoiries des plaques. Ça doit pouvoir s'effacer, marmonna Mundungus, en fendant la coupe avec sa manchette. Fred, George, non, portez-les normalement, s'écria Madame Weasley. Harry, Sirius et Mundungus se retournèrent. Une fraction de seconde plus tard, ils plongeaient tous trois sous la table. Fred et George avaient ensorcelé un grand chaudron de ragoût, une pompe en métal remplie de bière au beurre et une espèce de planche avec son couteau, pour qu'ils aillent se poser tout seuls à leur place. Le ragoût glissa sur toute la longueur de la table et s'arrêta juste au bord, en laissant une longue brûlure noirâtre à la surface. La pompe de bière tomba dans un grand bruit et déversa son contenu un peu partout. Quant au couteau, il s'envola de la planche à pain et se planta verticalement en vibrant avec force à l'endroit précis où la main droite de Sirius s'était trouvée un instant auparavant. Pour l'amour du ciel, hurla Weasley, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je commence à en avoir assez. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné le droit d'utiliser la magie que vous devez sortir vos baguettes à la moindre occasion. Nous voulions simplement gagner un peu de temps, répliqua Fred, en se précipitant pour arracher le couteau à pain de la table. Désolé Sirius, mon vieux, je n'avais pas l'intention de... Harry et Sirius éclatèrent de rire. Mundungus, qui était tombé en arrière, se releva en poussant des jurons. Patron, crachant avec fureur, était allé se réfugier sous le buffet, où l'on voyait deux grands yeux jaunes briller dans l'obscurité. « Mes enfants, dit Madame Weasley, qui souleva la marmite pour la remettre au milieu de la table. Votre mère a raison. Vous devriez vous montrer un peu plus responsable maintenant que vous êtes majeur. Aucun de vos frères ne m'a
jamais causé autant d'ennuis, semblait Madame Weasley, en posant brutalement une nouvelle bonbonne sur la table. Son geste avait été si violent qu'elle renversa presque autant de bière au beurre que lorsque la première bonbonne était tombée. Bill n'éprouva pas le besoin de transplaner chaque fois qu'il fallait faire 3 pas. Charlie ne passait pas son temps à ensorceler tout ce qui lui tombait sur la main, et Percy. Elle s'interrompit net, le souffle court, et lança un regard apeuré à son mari, dont le visage s'était soudain figé comme un morceau de bois. « Mangeons, dit précipitamment Bill. Ça m'a l'air délicieux, commenta Lupin. Il remplit une assiette de ragoût et lui tendit de l'autre côté de la table. Pendant quelques minutes, le silence ne fut troublé que par le tintement de la vaisselle et le raclement des chaises, sur lesquelles les convives s'installaient devant leurs assiettes. Madame Weasley se tourna alors vers Sirius. « Je voulais te dire, Sirius, il y a quelque chose dans le secrétaire du salon. Ça n'arrête pas de bouger et de gratter là-dedans. C'est peut-être un simple épouvantard, mais je pensais que nous pourrions peut-être demander à Alastor d'y jeter un coup d'œil avant qu'on ouvre. » « Comme tu voudras, répondit Sirius d'un air indifférent. « Et les rideaux sont infestés de toxis. » reprit Madame Weasley. « J'aimerais bien qu'on essaye de s'en débarrasser demain. »« J'en serais ravi, assura Sirius. » Harry perçut le ton sarcastique de sa voix, mais il n'était pas sûr que les autres l'aient également saisi. Face à Harry, Tonks amusait Hermione et Ginny en changeant la forme de son nez entre 2 bouchées. Plissant les yeux avec la même expression crispée qu'elle avait eue dans la chambre de Harry, elle fit enfler son nez en une sorte de bec qui ressemblait à s'y méprendre au nez de Rogue. Puis, elle le réduisit à la taille d'un petit champignon, d'où jaillirent 2 énormes touffes de poils. Apparemment, c'était un spectacle qu'elle offrait régulièrement au cours des repas, car Hermione et Ginny lui demandèrent bientôt leur nez préféré. « Fais celui en forme de groin, Tonks. » Tonks s'exécuta, et Harry eut soudain la fugitive impression de voir devant lui une version féminine de Dudley lui adresser un grand sourire. Monsieur Weasley, Bill et Lupin étaient plongés dans une grande discussion sur les gobelins. Ils ne leur laissèrent rien deviner. Dit Bill, je n'arrive toujours pas à savoir s'il croit ou non à son retour. Il est possible, bien sûr, qu'il refuse de prendre parti, qu'il préfère rester en dehors. Mais je suis sûr qu'ils se rangeront jamais du côté de tu sais qui, assura M. Weasley en hochant la tête. Eux aussi ont subi des pertes. Tu te souviens de cette famille de gobelins qu'il a assassinée à la dernière fois dans la région de Nottingham. Je crois que ça va dépendre de ce que nous leur proposerons, dit Lupin. Et je ne parle pas d'hommes. Si nous leur offrons la liberté que nous leur avons toujours refusée pendant des siècles, alors ils seront tentés d'être avec nous. Tu n'as toujours rien pu tirer de Ragnarok, Bill. Il est très anti-sorcier ces temps-ci, répondit Bill. Il ne cesse de fulminer à propos de l'histoire Verpet. Il pense que le ministère a étouffé l'affaire. Ces gobelins n'ont jamais récupéré leur or, comme tu le sais. Des éclats de rire couvrirent la voix de Bill. Fred et George, Ron et Mundungus se tenaient les côtes. « Et alors, dit Mundungus en s'étouffant à moitié, des larmes coulant sur son visage. Vous n'allez pas croire. Il me dit, écoutez bien, il me dit, et Tig, où est-ce que tu as trouvé tous ces crapauds? Parce que moi, il y a un fils de cognard qui m'a piqué tous les miens. Et moi, je lui dis, piquer des crapauds, Will, ça alors? Du coup, il t'en faut d'autres. Et c'est là que vous allez pas me croire. Les gars, mais cette espèce de gargouille abruti me rachète ses propres crapauds beaucoup plus cher que ce qu'il les avait payés la première fois. Je crois que nous en avons assez entendu sur votre façon de faire des affaires. Merci beaucoup, Mundungus, dit Madame Weasley d'un ton sec, tandis que Ron s'écroulait sur la table en hurlant de rire. Vous demandez pardon, Molly, dit aussitôt Mundungus en essuyant ses larmes avec un clin d'œil à Harry. Mais en fait, Will les avait piqués à Harris l'avait vu, alors je ne faisais rien de mal. Je ne sais pas où vous avez appris les notions de bien et de mal, Mundungus, mais j'ai l'impression que vous avez raté quelques leçons fondamentales, répliqua
grosses tartes à la rhubarbe. Harry se tourna vers son parrain. Merci, Pikachu. Mon téléphone. Dit Sirius à mi-voix. Comment ça se fait qu'il soit membre de l'ordre, chuchota Harry. Il est utile, il connaît tous les escrocs. C'est normal puisqu'il en est un lui-même. Mais il est aussi très loyal envers Dumbledore qui l'a sorti d'un mauvais pas un jour. Ça sert d'avoir quelqu'un comme Tig avec nous. Avec nous. Il entend des choses qui nous échappent, mais Molly trouve qu'on va trop loin en l'invitant à dîner. Elle ne lui a pas pardonné d'avoir quitté son poste alors qu'il était chargé de te surveiller. Après avoir repris 3 fois de la tarte à la rhubarbe, accompagnée de crème anglaise, Harry sentit son jean le serrer un peu trop. Ce qui en disait long, car c'était un ancien jean de Dudley. Quand il posa enfin sa cuillère, la rumeur des conversations avait faibli. Monsieur Weasley s'était laissé aller contre le dossier de sa chaise, l'air rassasié et détendu. Tonks, dont le nez avait repris sa forme habituelle, bâillait à s'en décrocher la mâchoire, et Ginny, qui avait réussi à sortir Panorama sous le buffet, était assise en tailleur par terre et lui balançait des bouchons de bière au beurre pour qu'il court après. Ah, je ne sais pas, tu veux quoi en ce moment, Pikachu? Je crois qu'il va être temps d'aller se coucher, dit Madame Weasley, en bâillant à son tour. Pas encore, Molly, répondit Sirius, qui repoussa son assiette vide et se tourna vers Harry. Tu sais, je suis un peu surpris. Je pensais que la première chose que tu ferais en arrivant ici serait de poser des questions sur Voldemort. L'atmosphère de la pièce changea aussi vite que si des détraqueurs avaient brusquement surgi. Un instant auparavant, elle était décontractée et somnolente. Soudain, tout le monde fut sur le qui-vive, tendu même. Lorsque Sirius prononça le nom de Voldemort, un frisson courut autour de la table. Lupin, qui s'apprêtait à boire une gorgée de vin, posa lentement sa coupe, l'air méfiant. Bien sûr que j'ai posé des questions, s'indigna Harry. J'en ai posé à Ron et Hermione, mais rien dit. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas admis aux réunions de l'ordre alors. Et c'est vrai, dit Madame Weasley, vous êtes trop jeune. Elle était assise bien droite, les poings serrés sur le bas de son fauteuil, et toute trace de somnolence avait disparu de son visage. Non, c'est le 5e, Pikachu. C'est plus long. Depuis quand doit-on être membre de l'ordre du Phénix pour poser des questions, demanda Sirius. Harry a été prisonnier dans cette maison moldue pendant un mois entier. Il a le droit de savoir ce qui se passe. Attends un peu, intervient George d'une voix forte. Comment se fait-il qu'on répond aux questions de Harry, lança Fred avec colère. Nous, on a essayé de tirer quelque chose de vous pendant un mois, et vous nous avez pas raconté la moindre petite bribe de quoi que ce soit, ajouta George. Vous êtes trop jeune, vous n'êtes pas membre de l'ordre, dit Fred, d'une voix aiguë, en imitant avec une ressemblance troublante celle de sa mère. Harry, lui, n'est même pas majeur. Ce n'est pas ma faute si on ne vous a rien dit. De ce que faisait l'ordre, répondit calmement Sirius. Il s'agit d'une décision de vos parents. Harry, en ce qui le concerne, ce n'est pas à toi de juger ce qui est bon. Harry coupa sèchement Madame Weasley. Son visage d'ordinaire si bienveillant avait pris une expression menaçante. J'imagine que tu n'as pas oublié ce qu'a dit Dumbledore. À quel moment demanda Sirius d'un ton poli, mais avec l'air de quelqu'un qui se prépare à la bagarre. Au moment où il nous a recommandé de ne pas révéler à Harry plus de choses qu'il n'en a besoin de savoir, rica Madame Weasley, en insistant bien sur les 3 derniers mots. Ron et Hermione
et George détachèrent leur regard de Sirius et tournèrent la tête vers Madame Weasley comme s'ils suivaient un match de tennis. Ginny, à genoux au milieu d'un tas de bouchons abandonnés, assistait à l'échange, la bouche légèrement entr'ouverte. Lupin, quant à lui, gardait les yeux fixés sur Sirius. Ah oui, celui où ça blablate beaucoup dans le film, je crois. Je sais pas. Il y a pas mal d'action. Mais là, oui, c'est un moment de blabla. Je n'ai pas l'intention de lui dire plus qu'il n'a besoin de savoir, Molly, reprit Sirius. Comme c'est lui qui a vu revenir Voldemort, il y eut un nouveau frisson autour de la table. Il a davantage le droit que beaucoup d'autres de deux. Il n'est pas membre de l'ordre, c'est ce qu'exclama Madame Weasley. Il n'a que 15 ans et il a dû affronter d'autant d'épreuves que la plupart des membres de l'ordre, interrompit Sirius, et même plus que certains. Personne ne nie ce qu'il a fait, dit-elle en élevant la voix, ses poings tremblants sur le bras de son fauteuil. Mais il est encore, ce n'est plus un enfant, s'impatienta Sirius. Ce n'est pas non plus un adulte, protesta Madame Weasley, dont les joues commençaient à prendre des couleurs. Ce n'est pas James. Je sais parfaitement qui il est, Molly, répliqua froidement Sirius. Je n'en suis pas si sûr, parfois, à t'entendre, on dirait que tu viens de retrouver ton meilleur ami. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Demanda Harry. Ce qu'il y a de mal, Harry, c'est que tu n'es pas ton père, même si tu lui ressembles beaucoup, déclara Madame Weasley, les yeux toujours rivés sur Sirius. Tu vas encore à l'école, et les adultes responsables de ton éducation ne devraient pas l'oublier. Ce qui signifie que je suis un parrain irresponsable, s'indigna Sirius d'une voix puissante. Ce qui signifie que tu es connu pour tes comportements irréfléchis, Sirius, et c'est pourquoi Dumbledore ne cesse de te répéter que tu dois rester à la maison. Laissons de côté les instructions de Dumbledore à mon égard si tu veux bien, s'écria-t-il. Arthur, lança Madame Weasley en se tournant vers son mari. Arthur, défends-moi. Monsieur Weasley ne répondit pas tout de suite. Sans regarder sa femme, il enleva ses lunettes et les essuya lentement avec un pan de sa robe. Il ne parla enfin qu'après les avoir soigneusement remises sur son nez. Dumbledore sait que la situation a changé, Molly, et il accepte l'idée qu'il faut mettre Harry au courant jusqu'à un certain point, maintenant qu'il est venu s'installer au quartier général. Oui, mais il y a une différence entre ça et l'encourager à poser toutes les questions qu'il veut. Personnellement, intervint Lupin à mi-voix, en détachant enfin son regard de Sirius, tandis que Madame Weasley se tournait vers lui dans l'espoir d'avoir trouvé un allié. Je pense préférable que pas tous les faits, Molly, mais l'idée générale de notre bouche, plutôt que par d'autres personnes qui lui donneraient une version déformée. Lupin avait une expression bienveillante, et il devait savoir que les oreilles à rallonge avaient survécu à la purge infligée par Madame Weasley. Harry en était sûr. Très bien, dit Madame Weasley. Elle respira profondément et jeta un regard autour de la table à la recherche d'un soutien qui ne venait pas. Très bien, je vois que je suis en minorité, et j'ajouterai simplement ceci. Dumbledore doit avoir ses raisons pour ne pas vouloir que Harry en sache trop, et comme je suis quelqu'un à qui les intérêts de Harry tiennent particulièrement à cœur, il n'est pas ton fils, dit tranquillement Sirius. C'est comme s'il l'était, répliqua Madame Weasley, d'un ton féroce. Qui d'autre a-t-il? Il a moi. Ah oui, dit-elle en retroussant les lèvres, sauf qu'il était plutôt difficile pour toi de t'en occuper pendant que tu étais enfermé à Azkaban. Sirius amorça un mouvement pour se lever de sa chaise. Molly, tu n'es pas la seule personne autour de cette table qui se soucie de Harry, lança sèchement Lupin. Sirius, rassieds-toi. La lèvre de Madame Weasley tremblait. Sirius retomba lentement sur sa chaise, le regard livide. Je pense que Harry devrait avoir son mot à dire, reprit Lupin. Il est suffisamment grand pour décider par lui-même. Je veux savoir ce qu'il s'est passé, assura Harry. Il ne regarda pas Madame Weasley. L'entendre dire qu'elle le considérait comme son propre fils l'avait touché. Mais sa façon de le couver
La cassait-elle également? Sirius avait raison. Il n'était plus un enfant. Très bien, dit Madame Weasley, la voix un peu cassée. Ginny, Ron, Hermione, Fred, George, vous sortez tout de suite de la cuisine. Il y eut un concert de protestation. On est majeur, s'écrièrent Fred et George d'une même voix. Si Harry a le droit de savoir, pourquoi pas moi? S'exclama Ron. Bon, je veux tout entendre, gémit Ginny. Non, Weasley en se levant, les yeux brillants. J'interdis absolument. Molly, tu ne peux pas empêcher Fred et George de rester, dit Monsieur Weasley d'un ton las. Ils sont majeurs. Ils vont toujours à l'école. Mais légalement, ce sont des adultes, répondit Monsieur Weasley, de la même voix fatiguée. Mrs. Weasley était devenue écarlate. D'accord, dans ce cas, Fred et George peuvent rester. Mais Ron, de toute façon, Harry nous dira tout à Hermione et à moi, s'emporta Ron. Pas vrai, Harry, ajouta-t-il d'une voix mal assurée, en croisant le regard de Harry. Pendant une fraction de seconde, Harry eut envie de répondre à Ron qui ne lui raconterait rien du tout, qu'il verrait ainsi ce qu'on ressent quand on est maintenu dans l'ignorance. Mais cette fâcheuse impulsion s'effaça dès qu'ils eurent échangé d'un regard. Bien sûr, dit-il. Ron et Hermione eurent un grand sourire. Très bien, s'écria Madame Weasley. Très bien, Ginny au lit. Le départ de Ginny ne se fit pas en silence. Ils l'entendirent hurler et tempêter contre sa mère en montant les marches. Lorsqu'elle fut parvenue dans le hall, les cris assourdissants de Mrs. Black s'ajoutèrent bientôt au vacarme. Lupin se précipita vers le portrait pour ramener le calme. Sirius attendit pour parler qu'il fût revenu et reprit sa place à la table après avoir refermé soigneusement la porte de la cuisine. Ok. Harry, qu'est-ce que tu veux savoir? Harry respira profondément et posa la question qui l'avait obsédé un mois durant. Où est Voldemort? Demanda-t-il, sans se soucier des frissons et des grimaces qu'il provoqua en prononçant son nom. Que fait-il? J'ai essayé de regarder les informations des Moldus, mais on n'a encore rien annoncé qui porte sa marque. Pas de mort étrange, rien. C'est parce qu'il n'y a eu aucune mort étrange pour l'instant, répondit Sirius. Autant que nous puissions le savoir en tout cas. Et nous en savons beaucoup. Plus qu'il ne le pense, ajouta Lupin. Comment se fait-il qu'il n'ait plus tué personne, s'étonna Harry. Il savait que Voldemort avait commis plus d'un meurtre au cours de la seule année précédente. Parce qu'il ne veut pas attirer l'attention sur lui, expliqua Sirius. Ce serait dangereux. Son retour ne s'est pas déroulé exactement comme il l'aurait voulu. Il l'a raté. Ou plutôt, c'est toi qui le lui as fait rater, rectifia Lupin, qu'un sourire satisfait. Comment ça? Demanda Harry perplexe. Tu n'étais pas censé en réchapper, répondit Sirius. Personne, en dehors de ses mange-morts, ne devait savoir qu'il était revenu. Mais tu as survécu et témoigné. La personne qui voulait à tout prix tenir dans l'ignorance de son retour, c'était Dumbledore, dit Lupin. Or, tu l'as aussitôt prévenu. Et en quoi cela a-t-il aidé? Interrogea Harry. Tu plaisantes, dit Bill incrédule. Dumbledore est le seul qui ait jamais réussi à faire peur à tu sais qui. Grâce à toi, Dumbledore a pu réunir à nouveau l'ordre du Phénix, environ 1 heure après le retour de Voldemort, expliqua Sirius. Et qu'a fait l'ordre? Demanda Harry en jetant un regard aux sorciers réunis autour de la table. Tout son possible pour empêcher Voldemort de mener à bien ses projets, répondit Sirius. Comment pouvez-vous les connaître, ces projets? Bah mince alors, Pikachu, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va s'arranger. D'abord... Pardon. Dumbledore a une idée de la question, dit Lupin. Et les idées de Dumbledore se révèlent généralement exactes. Qu'est-ce qu'il prépare d'après lui? D'abord, il veut reconstituer son armée, dit Sirius. Dans le passé, il avait énormément de gens sous ses ordres, des sorcières et des sorciers, qu'il avait obligés à le suivre, en les brutalisant ou en les ensorcelant. Et puis, ses fidèles mange-morts, bien sûr, et aussi toutes sortes de créatures des ténèbres.
Tu l'as entendu dire qu'il avait l'intention de recruter les géants, mais ce ne sont pas les seuls qu'il cherche à rallier. Il n'essaiera sûrement pas de s'emparer du ministère de la magie avec simplement une douzaine de mange-morts. Alors vous essayez de l'empêcher de réunir des partisans? Nous faisons de notre mieux, dit Lupin. Comment? L'étape la plus importante, c'est de convaincre le plus de gens possible que tu sais qui est revenu pour qu'ils soient sur leur garde, dit Bill. C'est déjà très difficile. Ouais, courage Pikachu. Pourquoi? À cause de la position du ministère, répondit Tonks. Tu as vu Cornelius Fudge après le retour de tu sais qui, Harry? Eh bien, il n'a pas du tout changé d'opinion. Il refuse catégoriquement de croire que c'est vrai. Mais pourquoi? Demanda Harry d'un ton désespéré. Pourquoi est-il si stupide? Si Dumbledore... Et voilà, tu as mis le doigt sur le problème, l'interrompit M. Weasley, avec un sourire désabusé. Dumbledore. Fudge a peur de lui, tu comprends? Dit Tonks avec tristesse. Peur de Dumbledore, s'étonna Harry. Peur de ce qu'il prépare, dit M. Weasley. Fudge pense qu'il essaye de le renverser. Il croit qu'il veut devenir ministre de la magie à sa place. Mais Dumbledore ne s'est jamais intéressé à... Bien sûr que non, dit M. Weasley. Il n'a jamais voulu du poste de ministre, même si beaucoup de gens souhaiteraient le voir nommé lorsque Millicent Bucknolt est partie à la retraite. Fudge a mis le pouvoir à sa place, mais il n'a jamais complètement oublié le soutien que Dumbledore avait obtenu, sans jamais s'être porté candidat. Au fond, Fudge sait très bien que Dumbledore est beaucoup plus intelligent que lui, et que ses pouvoirs de sorcier sont bien plus puissants, dit Lupin. Mais dans les premiers temps de son ministère, il lui demandait sans cesse des conseils. Mais il semble qu'il ait pris goût au pouvoir et qu'il se sente beaucoup plus sûr de lui à présent. Il aime être ministre. Il a même réussi à se convaincre que c'est lui le plus intelligent et que Dumbledore essaye simplement de provoquer des troubles pour servir ses propres intérêts. Comment peut-il penser cela? S'indigna Harry. Comment peut-il penser que Dumbledore aurait tout inventé? Que j'aurais tout inventé? Parce que accepter le fait que Voldemort soit de retour signifie devoir affronter des problèmes que le ministère n'a plus jamais connus depuis près de 14 ans, répliqua Sirius d'un ton amer. Et Fudge ne peut s'y résoudre. Il est tellement plus confortable à ses yeux de se convaincre que Dumbledore ment dans le seul but de le mettre en difficulté. Tu vois le problème, reprit Lupin. Tant que le ministère répète qu'il n'y a rien à craindre de Voldemort, il est difficile de convaincre les gens qu'il est bel et bien de retour, surtout qu'ils n'ont pas du tout envie de le croire. En plus, le ministère s'appuie largement sur la cassette du sorcier pour que ce soit jamais rendu public ce qu'ils appellent les fausses rumeurs de Dumbledore. Si bien que la plupart de ses lecteurs ne se doutent de rien, ce qui en fait des cibles faciles pour les mange-morts s'ils veulent utiliser le sortilège de l'Imperium. Mais vous expliquez tout cela autour de vous, non? Demanda Harry, en regardant M. Weasley, Sirius, Bill, Mundungus, Lupin et Tonks. Vous prévenez les gens qu'il est de retour. Ils eurent tous un sourire sans joie. Comme tout le monde pense que je suis un tueur complètement fou, et que le ministère offre 10 000 galions de récompense pour ma capture, il m'est difficile de me promener dans la rue en distribuant des tracts, tu comprends? Dit Sirius, visiblement nerveux. Et moi je ne suis pas l'hôte idéal dans les dîners en ville, déclara Lupin. Ça fait partie des risques du métier quand on est un loup-garou. Tonks et Arthur perdraient leur emploi au ministère s'ils se mettaient à parler, reprit Sirius. Or, il est très important pour nous d'avoir des espions à l'intérieur du ministère, car tu peux être sûr que Voldemort en a aussi. Nous avons quand même réussi à convaincre 2 ou 3 personnes, dit M. Weasley. Tonks, par exemple. Elle est trop jeune pour avoir appartenu à l'ordre du Phénix la dernière fois. Il est très avantageux d'avoir des aurores de notre côté. Kingsley Sharkblot est aussi un atout majeur. C'est lui qui est chargé de rechercher Sirius, et il fait croire qu'il s'était réfugié au Tibet. Mais si personne parvient parmi vous ne répand la nouvelle du retour de Voldemort, commença Harry. Qui t'a dit que personne ne répondait à la nouvelle, coupa Sirius.
quoi donc crois-tu que Dumbledore a tant d'ennui? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils essayent de le discréditer, répondit Lupin. Tu n'as pas lu la Gazette du Sorcier la semaine dernière? Il était annoncé qu'il a été mis en minorité à la Confédération internationale des mages et sorciers dont il a dû quitter la présidence parce qu'il se fait vieux et qu'il ne contrôle plus rien. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il a été mis en minorité par des sorciers du ministère. Après, c'est un discours dans lequel il annonçait le retour de Voldemort. Ils l'ont également limogé de son poste de président du Magnagoth, la haute cour de justice des mages, et on parle même de lui retirer l'ordre de Merlin première classe. Dumbledore dit qu'il s'en fiche, du moment qu'on ne supprime pas sa carte des choco-grenouilles, dit Bill avec un sourire. Il n'y a pas de quoi rire, répliqua vivement M. Weasley. S'il continue à défier le ministère comme ça, il risque de se retrouver à Azkaban, et c'est ce qui pourrait arriver de pire. Tant que Dumbledore est en liberté et au courant de ce qui se prépare, tu sais qui prendra des précautions. Mais si Dumbledore n'est plus en travers de son chemin, alors il aura le champ libre. Ah voilà. Pikachu aussi. Aïe aïe aïe. Mais c'est ok, c'est bon, c'est bon. Mais si Voldemort essaye de rassembler de nouveaux manches-morts, on finira forcément par s'apercevoir de son retour, non? Interrogea Harry d'un ton désespéré. Voldemort ne va pas frapper à la porte des gens, répondit Sirius. Il les trompe, il les ensorcelle, leur fait du chantage. Il a une longue pratique dans la clandestinité. De toute façon, il ne cherche pas seulement à recruter des partisans. Il a également d'autres projets, des projets qu'il peut mettre en œuvre très discrètement, et c'est là-dessus qu'il se concentre pour le moment. Merci pour le nouveau follow. Merci beaucoup. Installe-toi bien, comment tu vas? Tu parles anglais, moi je parle pas trop anglais. Désolé. Qu'est-ce qu'il lui veut? Demanda aussitôt Harry. Il crut voir Sirius et Lupin échanger un regard à peine perceptible avant que Sirius réponde. Des choses qu'il ne peut obtenir que dans le plus grand secret. Voyant l'air interrogateur de Harry, Sirius ajouta. Une arme par exemple. Une nouvelle arme dont qu'il ne possédait pas la dernière fois. Lorsqu'il avait le pouvoir, oui. Quel genre d'arme? Pire que l'Avada Kedavra. Bon, ça suffit. La voix de Mrs. Weasley s'éleva de l'obscurité du côté de la porte. Harry n'avait pas remarqué qu'elle était revenue après avoir Ginny dans sa chambre. Les bras croisés, elle paraissait furieuse. Et maintenant, vous allez me faire le plaisir d'aller vous coucher tous, ajouta-t-elle en regardant Fred, George, Ron et Hermione. Tu n'as plus le droit de nous commander, protesta Fred. C'est ce qu'on gronda Mrs. Weasley. Elle se mit à trembler légèrement en regardant Sirius. Tu as déjà donné plein d'informations à Harry. Si tu continues, autant le faire entrer directement dans l'ordre. Et pourquoi pas? Dit précipitamment Harry. Je veux rejoindre les autres, je veux me battre. Non. Cette fois, ce n'était pas Madame Weasley, qui avait parlé, mais Lupin. L'ordre ne comprend que des sorciers qui ont atteint ou dépassé la majorité, dit-il. Des sorciers qui ont fini leurs études, ajouta-t-il en voyant Fred et George ouvrir la bouche. Il existe des dangers dont vous n'avez aucune idée. Je crois que Molly a raison, Sirius. Nous en avons assez dit. Sirius eut un vague haussement d'épaule, mais ne chercha pas à discuter. Mrs. Weasley adressa alors un simple signe de main impérieux à ses fils et Hermione. Un par. Ils se levèrent et Harry accepta la défaite. Les suivit en silence. Chapitre 5 terminé. On est parti pour le chapitre 6, je bois un coup avant. Chapitre 6. L'Anne, une très ancienne maison des plaques.
Mrs. Weasley les suivit en haut de l'escalier, la mimosade. Je veux que vous alliez directement au lit, pas de bavardage, dit-elle, lorsqu'ils eurent atteint le palier du premier étage. Nous avons beaucoup de choses à faire demain. Ginny doit sûrement dormir, ajouta-t-elle à la face d'Hermione. Alors, essaye de ne pas. Yes. Dormir, tu parles, commenta Fred à mi-voix, après qu'Hermione lui souhaitait une bonne nuit. Si Ginny n'est pas en train de l'attendre, les yeux grands ouverts, pour qu'elle lui raconte tout ce qui s'est dit, que je sois transformé en ver à grasse. Allez, Ron, Harry, lança Madame Weasley, quand ils arrivèrent au deuxième étage, filés au lit. Soir, dirent Ron et Harry aux jumeaux. Dormez bien, répondit Fred avec un clin d'œil. Mrs. Weasley referma la porte derrière Harry avec un claquement sec. La chambre paraissait encore plus humide et sinistre que la première fois. La toile vide, accrochée au mur, respirait très lentement, profondément, comme si son occupant invisible était endormi. Harry mit son pyjama, enleva ses lunettes et se glissa dans son lit, glacé, tandis que Ron lançait un miami-bou sur l'armoire pour calmer Edwidge et Coq-Sigre, qui s'agitaient dans un bruissement d'ailes incessant. Sérieux, t'as jamais lu Harry Potter? C'est trop bien. C'est trop bien pourtant. On ne peut pas les laisser sortir chaque nuit pour chasser, expliqua Ron en mettant son pyjama violet. Dumbledore ne veut pas qu'il y ait trop de hiboux qui volent autour de la place. Il pense que ça éveillerait les soupçons. Ah oui, tiens, j'ai oublié. Il s'approcha de la porte et ferma le verrou. Pourquoi tu fais ça? À cause de créatures, répondit Ron en éteignant la lumière. La première nuit que j'ai passée ici, il est venu se promener dans la chambre à 3 heures du matin. Ça n'a rien d'agréable de se faire réveiller et de le voir fouiner autour de toi. Il se coucha dans son lit, s'installa confortablement sous les couvertures, puis se tourna vers Harry dans l'obscurité. Harry distinguait sa silhouette dessinée par la lueur de la lune qui filtrait à travers les vitres sales de la fenêtre. Alors, qu'est-ce que tu crois? Harry n'eut pas besoin de lui demander ce qu'il entendait par là. Ils ne nous ont pas révélé grand-chose de plus de ce qu'on devinait déjà, répondit-il, en repensant à ce qu'ils s'étaient dit dans la cuisine. Tout ce qu'ils ont raconté, c'est que Lord essaye d'empêcher les gens de rejoindre Vol. Ron aspira une brusque bouffée d'air, de mort, acheva Harry d'un ton ferme. Quand donc vas-tu te décider à prononcer son nom? Sirius et Lupin le font bien, eux. Ron ne fit pas attention à sa remarque. Oui, tu as raison, dit-il. On savait déjà presque tout, grâce aux oreillers rallonges. La seule chose nouvelle, c'est crac. Aïe! Tais-toi, Ron, sinon maman va venir voir ce qui se passe. Vous avez transplané sur mes genoux tous les deux. C'est plus difficile dans le noir. Harry aperçut les deux silhouettes floues de Fred et de George qui sautaient sur le lit de Ron. Les ressorts grincèrent et le matelas de Harry s'affaissa de quelques centimètres lorsque George vint s'asseoir à ses pieds. Alors, vous en êtes déjà à l'essentiel, demanda George d'un ton avide. Tu veux dire l'arme dont a parlé Sirius, répondit Harry. Il n'en a pas vraiment. Il l'a laissé échapper, dit Fred, avec ravissement. Il était assis à présent sur le lit de Ron. Ça, on ne l'avait pas entendu dans les oreilles rallonges. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Demanda Harry. Ça pourrait être n'importe quoi, dit Fred. Il ne peut rien exister de plus terrible que le sortilège d'Avada Kedavra, non? Dit Ron. Qu'est-ce qu'il y a de pire que la mort? C'est peut-être quelque chose qui permet de supprimer beaucoup de gens d'un seul coup, suggéra George. Ou alors, une façon de tuer particulièrement douloureuse, dit Ron avec effroi. Pour la douleur, il y a déjà le sortilège de Loris, fit remarquer Harry. C'est suffisamment efficace et il n'a pas besoin d'autre chose. Il y eut un silence. Harry savait que, comme lui, tout le monde se demandait quelles horreurs cette nouvelle arme pouvait bien provoquer. D'après vous, qu'est-ce qu'il a? Qui est-ce qu'il a pour le moment? Demanda
demanda George. J'espère que c'est nous, dit Ron, un peu inquiet. Dans ce cas, c'est sans doute Dumbledore qui est chargé de la garder, déclara Fred. Où ça? À Poudlard, dit précipitamment Ron. Je serai prêt à le parier, assura George. C'est là qu'il conservait la pierre philosophale. Pouf souffle, du coup, ouais, moi je suis Serpentard. Une arme, ça doit être plus grand qu'une pierre, vient remarquer Ron. Pas forcément, dit Fred. La puissance ne dépend pas de la taille, ajouta George. Regarde Ginny par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire, s'étonna Harry. Tu ne t'es jamais pris dans la figure un de ces maléfices de chauve-furie. Chut, dit Fred, en se levant à moitié du lit. Écoutez. Et ils se turent aussitôt. Des bruits de pas montaient l'escalier. C'est maman, dit George. Il y eut un craquement sonore, et Harry sentit le poids disparaître au bout de son matelas. Quelques secondes plus tard, ils entendirent le parquet grincer derrière la porte. De toute évidence, Mrs. Weasley écoutait pour s'assurer qu'il n'était pas en train de parler. Et Twitch et Coxigre hurlèrent tristement. Le parquet craqua à nouveau. Ah, j'arrive plus. Et ils entendirent Mrs. Weasley se diriger vers l'escalier, sans doute pour aller vérifier ce que faisaient Fred et George. Elle ne nous fait pas du tout confiance, dit Ron d'un ton de regret. Harry savait qu'il ne parviendrait pas à s'endormir. La soirée avait été si riche en événements qu'il passerait sûrement des heures à retourner dans sa tête tout ce qu'il venait de voir et d'entendre. Il aurait bien voulu continuer à parler avec Ron, mais Madame Weasley redescendait l'escalier, et lorsqu'elle se fut éloignée, il entendit distinctement d'autres pas monter les marches. En fait, toutes sortes de créatures à pattes trottinaient derrière la porte, et il entendit Hagrid, le professeur de soins aux créatures magiques, lui dire « Elles sont magnifiques, pas vrai, Harry? Ce trimestre, nous allons étudier les armes. » Harry voyait alors que toutes ces créatures avaient des canons à la place de la tête et qu'elles se tournaient vers lui. Dans un geste instinctif, il se baissait pour les éviter. Mais un instant plus tard, il se retrouva pelotonné en boule sous la tiédeur des couvertures, tandis que la voix sonore de George résonnait dans la pièce. Maman a dit tout le monde debout. Le petit déjeuner vous attend dans la cuisine. Ensuite, elle aura besoin de vous dans le salon. Les Doxys sont beaucoup plus nombreux qu'elle ne le pensait. Et elle a trouvé un nid de boursoufle mort sous le canapé. Une demi-heure plus tard, Harry et Ron, qui s'étaient dépêchés de s'habiller et de prendre leur petit déjeuner, entrèrent dans le salon du premier étage. Une vaste pièce au plafond haut et au mur vert olive ornée de tapisseries sales. De petits nuages de poussière s'élevaient du tapis chaque fois que quelqu'un posait le pied dessus, et les longs rideaux de velours couleur vert et mousse bourdonnaient sans cesse, comme s'ils s'étaient infestés d'abeilles invisibles. Mrs. Weasley, Hermione, Ginny, Fred et George s'affairaient tout autour. Ils s'étaient noués autour de la bouche et du nez des morceaux de tissu qui leur tenaient un air bizarre et tenaient à la main un gros vaporisateur rempli d'un liquide noir. Petit déjeuner quoi, mais tout à fait. Couvrez-vous le visage et prenez un peu le dit Mrs. Weasley à Harry et à Ron dès qu'ils furent entrés. Elle leur montra du doigt 2 autres bouteilles de liquide noir posées sur une table aux pieds effilés. C'est du dioxyde 10. Je n'ai jamais vu une telle invasion de ces bestioles. On se demande ce que cet elfe de maison a bien pu faire au cours des 10 dernières années. Le visage d'Hermione était à moitié caché par une serviette, mais Harry vit nettement le regard de reproche qu'elle lance à Mrs. Weasley. Créature est très vieux, et il n'a sans doute pas bu. Tu serais surprise de voir ce que Créature peut faire. Quand il le veut, répliqua Sirius qui venait d'entrer à son tour dans la pièce, chargé d'un sac taché de sang apparemment rempli de rats morts. Je viens d'aller donner à manger à Puck, ajouta-t-il, en réponse au regard interrogateur de Harry. Je l'ai installé là-haut, dans la chambre de ma mère. Bon, voyons un peu ce secrétaire.
Il posa le sac de rat mort sur un fauteuil, puis se pencha pour examiner le secrétaire fermé à clé. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé, Harry remarqua que le meuble remuait légèrement. « Tu sais, Molly, je suis presque sûr qu'il s'agit d'un épouvantard, dit Sirius, en regardant par le trou de la serrure. Il faudrait peut-être que Folleuil voie ça de plus près avant de le laisser sortir. Connaissant ma mère, c'est peut-être quelque chose de bien pire. » « Tu as raison, Sirius, approuva Mrs. Weasley. Tous deux prenaient soin de parler d'un ton poli, léger, qui indiquait clairement à Harry que ni l'un ni l'autre n'avaient oublié leur dispute de la veille. Une cloche au son clair retentit au rez-de-chaussée, aussitôt suivie par la même cacophonie de hurlements et des lamentations que Tonks avait provoquées qu'il avait en renversant le lui. « Je n'ai pourtant pas arrêté de leur répéter de ne pas actionner la cloche !» s'exclama Sirius exaspéré. Il se précipita hors de la pièce et dévala l'escalier, tandis que le cri de Mrs. Black résonnait une fois de plus dans toute la maison. « Hors-bord et déshonneur, immonde bâtard, traître à votre sang, enfants indignes !»« Ferme la porte, s'il te plaît, Harry, » dit Mrs. Weasley. Harry prit le plus de temps possible pour repousser la porte du salon. Il voulait écouter ce qu'il se passait au rez-de-chaussée. Sirius avait dû réussir à fermer les rideaux sur le portrait de sa mère car elle avait cessé de hurler. Il entendit les pas de Sirius dans le hall, puis la chaîne de la porte d'entrée cliqueta et la voix profonde de Kingsley retentit. « Estia vient de prendre ma relève, dit-il. C'est donc elle qui a la cape de Maugret pour le moment. J'ai pensé que je ferais bien de laisser un rapport à Dumbledore. » Sentant le regard de Mrs. Weasley fixé sur sa nuque, Harry ferma à regret la porte du salon et rejoignit les chasseurs de Toxis. Mrs. Weasley était penchée sur le livre de Gilderoy Lockhart intitulé « Le guide des créatures nuisibles » qu'elle avait posé sur le canapé, ouvert à la bonne page. « Faites bien attention, vous tous, les Toxis peuvent mordre et leurs dents sont venimeuses. J'ai un flacon d'antidote, mais j'aimerais mieux que personne n'ait à s'en servir. » Elle se redressa, alla se poser devant les rideaux et fit signe aux autres d'approcher. « À mon signal, vous commencez tout de suite à pulvériser, dit-elle. Ils vont sûrement se précipiter sur nous, mais d'après ce qui est écrit sur les bouteilles, un bon jet de liquide devrait suffire à les paralyser. Quand ils seront immobilisés, jetez-les dans le seau. » Elle fit un pas prudent pour se mettre hors de portée de la ligne de tir et brandit sa propre bouteille. Prêt. « Allez-y !» Harry avait actionné son vaporisateur depuis quelques secondes seulement, lorsqu'un Toxie d'une bonne taille surgit d'un pli du rideau. Ses ailes brillantes comme la carapace d'un scarabée bourdonnaient. Ses dents minuscules, semblables à des aiguilles, étaient largement découvertes et des petits points de crispés de fureur. Harry lui envoyait un jet de toxide. En visant la tête, la créature s'immobilisa en plein vol et tomba sur le tapis usé en produisant un bouc. Harry le ramassa et le lança dans le seau. Bon alors, mais je vais essayer de faire pareil. Bonne nuit. Des bisous Pikachu. De toute façon, je pense que je termine ce chapitre-là et j'arrêterai parce que je suis fatiguée aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Demanda sèchement Mrs. Weasley. Arrose-le tout de suite et jette-le. Harry se tourna vers lui. Fred tenait entre le pouce et l'index un toxide qui se débattait. Tac, dit-il d'une voix claironnante en envoyant à la créature un jet en pleine tête. Mais dès que Mrs. Weasley eut tourné le dos, il le glissa rapidement dans sa poche avec un clin d'œil à Harry. On veut faire des expériences avec du venin de toxie pour nos boîtes à flemme, expliqua George à voix basse. Merci Pikachu, c'est gentil. Tout en aspergeant avec dextérité les deux toxides qui fonçaient droit sur son nez, Harry se rapprocha de George et murmura du coin des lèvres. « Qu'est-ce que c'est, boîte à flemme ?»« Un choix de sucrerie qui rend malade, chuchota George, en surveillant d'un œil prudent le dos de Mrs. Weasley. Pas très malade, bien sûr, juste assez pour être dispensé de cours quand on en a envie. Avec Fred, on a travaillé dessus tout l'été. Chaque
aussitôt d'aplomb. Tu peux alors te livrer à l'activité de ton choix au lieu de passer 1 heure à t'ennuyer en pub. C'est ce qu'on explique dans nos publicités, murmura Fred. Il s'était glissé hors du champ de vision de Mrs. Weasley et avait ramassé sur le tapis quelques doxys inanimés qu'il s'empressait de fourrer dans sa poche. Mais ce n'est pas encore tout à fait au point. Jusqu'à maintenant, nos cobayes ont eu du mal à s'arrêter de vomir suffisamment longtemps pour avaler la moitié violette de la pastille. Les cobayes. Nous, précisa Fred. Nous faisons ça à tour de rôle. George a essayé les petits fours tourne de l'œil et nous avons expérimenté tous les deux les nougats nés au sang. Maman croyait que nous nous étions battus en duel, dit George. Le magasin de farce et attrape marche toujours alors, murmura Harry, qui faisait semblant d'ajuster le bouchon de son vaporisateur. Nous n'avons pas encore trouvé de local, répondit Fred, en baissant la voix avec un peu plus, pendant que Mrs. Weasley s'épongeait le front avec un foulard avant de repartir à l'attaque. Et donc, pour le moment, on fait de la vente par correspondance. On a passé une publicité dans la Gazette du Sorcier la semaine dernière. Tout ça, c'est grâce à toi, mon vieux, dit George. Mais ne t'inquiète pas, maman ne se doute de rien. Elle ne lit plus la Gazette parce qu'elle raconte des mensonges sur toi et Dumbledore. Harry eut un sourire. Il avait obligé les jumeaux Weasley à prendre les 1000 galions qu'il avait gagnés en remportant le tournoi des 3 sorciers, afin de les aider à réaliser leur rêve d'ouvrir un magasin de farce et attrape. Il était content cependant que Madame Weasley ne soit pas encore au courant du rôle qu'il avait joué dans l'avancement du projet. Elle estimait en effet que le commerce de farce et attrape ne constituait pas une carrière convenable pour ses enfants. La détoxisation des rideaux occupa la plus grande partie de la matinée. Il était plus de midi lorsque Mrs. Weasley ôta enfin le foulard qui lui protégeait le visage. Elle se laissa tomber dans un fauteuil et se releva aussitôt en poussant un cri de dégoût. Elle s'était assise sur le sac de rat mort. Les rideaux, avaient cessé de bourdonner. Ils pendaient, flasques et humides, imbibés par la vaporisation intensive. Des toxis inertes étaient entassés dans un seau à côté d'un bol rempli de leur œuf noir. Que peut-on? Les rides avec Urgio, et auquel Fred et George jetaient des regards de convoitise. Nous nous occuperons de cela après le déjeuner. Mrs. Weasley montra du doigt une armoire vitrée, couverte de poussière, qui se dressait de chaque côté de la cheminée. Elle était encombrée d'un étrange assemblage d'objets, poignards rouillés, griffes, peaux de serpent lovées, boîtes en argent ternies portant les inscriptions dans des langues inconnues de Harry, et, pire que tout, une bouteille en cristal au bouchon incrusté d'une grosse opale dont Harry eut la certitude qu'elle était remplie de sang. La cloche de la porte d'entrée retentit à nouveau. Les regards se tournèrent vers Mrs. Weasley. « Restez ici, dit-elle d'un ton décidé, en prenant le sac de rat mort tandis que Mrs. Black se remettait à hurler. « Je vais vous apporter des sandwichs. » Elle quitta la pièce et referma soigneusement la porte derrière elle. Tout le monde se précipita aussitôt vers la fenêtre pour regarder ce qu'il se passait sur le perron. Ils virent le sommet d'une tignasse rousse mal peignée et un tas de chaudrons à l'équilibre précaire. « Mundungus, dit Hermione, pourquoi apporte-t-il tous ces chaudrons? Il cherche sans doute un endroit sûr pour les entreposer, répondit Harry. Ce n'est pas ça qu'il était parti faire le soir où il devait me surveiller. Aller chercher des chaudrons d'origine douteuse. C'est vrai, tu as raison, dit Fred. La porte de la maison s'ouvrit. Mundungus entra, chargé de ses chaudrons, et disparut de leur champ de vision. « Eh ben, dis donc, ça ne va pas plaire, maman, commanda Fred. George et lui s'approchèrent de la porte de la chambre et restèrent là, l'oreille tendue. Les hurlements de Mrs. Black avaient cessé. « Mundungus est en train de parler avec Sirius et Kingsley, murmura Fred, le visage concentré. Je n'entends pas très bien. Tu crois qu'on peut risquer les oreilles rallonges? Ça vaut peut-être le coup, dit George. Je pourrais filer là-haut en chercher une paire. Mais à cet instant précis,
Il y eut au rez-de-chaussée une véritable explosion sonore qui rendit inutile le recours à tout artifice. On entendait distinctement à présent ce que criait Mrs. Weasley de toute la puissance de sa voix. Ce n'est pas une cachette pour objet volé ici. J'aime beaucoup entendre maman hurler contre quelqu'un d'autre, dit Fred, avec un sourire satisfait. Ça change agréablement. Il entr'ouvrit la porte de quelques centimètres pour que la voix de Mrs. Weasley leur parvienne plus facilement. Complètement irresponsable, vous croyez que nous n'avons pas suffisamment de soucis comme ça, sans qu'on ait besoin de voir arriver avec vous un chargement de chaudron volé. Ces idiots les laissaient s'échauffer. Pardon, ces idiots la laissent s'échauffer, commenta George en hochant la tête. Il faut l'arrêter tout de suite, sinon la vapeur s'accumule et ça peut durer des heures. En plus, elle mourrait d'envie de s'attaquer à Mundungus depuis le jour où elle s'est éclipsée au lieu de surveiller Harry. Tiens, la mère de Sirius s'y remet elle aussi. La voix de Mrs. Weasley fut étouffée par les nouveaux hurlements du portrait du hall. George s'apprêtait à refermer la porte pour atténuer le vacarme lorsqu'un elfe de maison se glissa par l'entrebâillement et pénétra dans la pièce. En dehors du chiffon crasseux, noué autour de sa taille à la manière d'un pagne, il était complètement nu. Il avait l'air très vieux. Sa peau semblait beaucoup trop grande pour lui, et bien qu'il fût chauve, comme tous les elfes de maison, des grosses touffes de poils blancs sortaient de ses oreilles semblables à celles de chauve-souris. Ses yeux, d'un gris larmoyant, étaient injectés de sang, et son gros nez charnu avait plutôt la forme d'un groin. L'elfe ne prêta aucune attention à Harry ni aux autres. Comme il ne le voyait pas, il s'avança en traînant les pieds. Comme s'il ne les voyait pas, pardon. Il s'avança en traînant des pieds, le dos voûté, et se dirigea d'un pas lent et obstiné vers le fond de la pièce en marmonnant sans cesse d'une voix rauque et grave qui ressemblait à un croissement de crapaud. Il y a une odeur d'égout, et en plus c'est un bandit, mais l'autre ne vaut pas mieux. Cette horrible vieille bonne femme traître à son sang avec ces sales gosses qui viennent semer la pagaille dans la maison de ma maîtresse. Oh, ma pauvre maîtresse, si elle savait quelle vermine était entrée dans sa demeure, que dirait-elle à ce pauvre créature? Oh, quelle honte! Des sangs de bourbe et des loups-garous, des traîtres et des voleurs. Pauvre vieux créature, que peut-il faire? Bonjour, créature, lança Fred, d'une voix claironnante, en fermant la porte d'un claquement sec. L'elfe de maison se figea sur place. Il cessa de marmonner et sursauta dans une réaction de surprise trop appuyée pour être convaincante. Créature n'a pas vu le jeune maître, dit-il, en se tournant pour s'incliner bien bas devant Fred. Le nez face au tapis, il ajouta d'une manière parfaitement audible. Un sale petit gamin, celui-là, fils de traîtresse, infidèle à son sang. Pardon, dit George, je n'ai pas très bien compris la dernière phrase. Créature n'a rien dit, affirma l'elfe, en s'inclinant une deuxième fois devant George. Il ajouta à haute et intelligible voix. Et voilà son jumeau, des sales bêtes contre nature, ces deux-là. Harry ne savait pas s'il ferait derrière. L'elfe se redressa en leur jetant à tous un regard hostile, puis, apparemment convaincu qu'il ne pouvait l'entendre, il continua de marmonner. Et la sondeuse bourbe qui est toujours là versa fière. Oh, si ma maîtresse te savait! Oh, comme elle pleurerait! Et en voilà un nouveau. Créature ignore son nom. Que fait-il ici? Créature n'en sait rien du tout. Voici Harry, créature, risqua Hermione. Harry Potter. Les yeux pâles de l'elfe s'agrandirent et se mirent à marmonner plus vite et plus furieusement que jamais. La sonde bourbe parla à créature comme si elle était son amie, si la maîtresse de créature le voyait en si mauvaise compagnie. Oh, que dirait-elle? Ne l'appelle pas sonde bourbe, protesta Ron et Ginny avec colère. Ça n'a pas d'importance, murmura Hermione. Il n'a pas toute sa tête, et il ne sait pas ce qu'il... Ne t'imagine pas ça, Hermione. Il est parfaitement conscient de ce qu'il dit.
assura Fred en lançant un regard de dégoût à Créature. L'elfe marmonnait toujours, les yeux tournés vers Harry. Est-ce vrai? Est-ce vraiment Harry Potter? Créature voit la cicatrice. Ce doit être vrai. C'est lui qui a fait échec au Seigneur des Ténèbres. Créature se demande comment il s'y est pris. On se le demande tous, Créature, dit Fred. Et au fait, qu'est-ce que tu veux? Demanda George. Les yeux immenses de l'elfe se posèrent aussitôt sur George. Créature fait le ménage, dit-il d'un ton vague. Et tu penses qu'on va te croire? Donna une voix derrière Harry. Sirius était revenu et regardait des yeux flamboyants de colère. Dans le hall, le tumulte s'était apaisé. Peut-être Madame Weasley et Montagus étaient allés poursuivre leur dispute dans la cuisine. En voyant Sirius, Créature, dans une attitude ridicule, s'inclina si bas que son nez, en forme de croix, s'écrasa sur le tapis. « Tiens-toi droit, ordonna Sirius agacé. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Créature fait le ménage, répéta l'elfe. Créature ne vit que pour servir la noble maison des plaques. Et la noble maison devint de plus en plus ignoble chaque jour. C'est une saleté repoussante ici, répliqua Sirius. Le maître a toujours aimé plaisanter, reprit Créature en s'inclinant à nouveau. Il poursuivit à mi-voix. Le maître est un sale pourceau ingrat qui a brisé le cœur de sa mère. Ma mère n'avait pas de cœur, Créature, répondit sèchement Sirius. Seule la rancœur la faisait vivre. Le maître dit ce qu'il veut, grommela-t-il avec fureur. Le maître n'est pas digne d'essuyer la boue des bottes de sa mère. Ah, ma pauvre maîtresse, que dirait-elle si elle voyait Créature le servir lui? Ah, comme elle le haïssait, quelle déception il le représentait pour elle. Je t'ai demandé ce que tu fabriquais ici, coupa Sirius avec froideur. Chaque fois que tu te montres en prétendant faire le ménage, tu dérobes quelque chose ou tu vas te mettre dans ta chambre pour qu'on ne puisse pas le jeter. Créature n'enlèverait jamais rien de la place qui est la sienne dans la maison du maître, assura l'elfe. Puis, il marmonna précipitamment. La maîtresse ne pardonnerait jamais à Créature que quelqu'un jette la tapisserie. 7 siècles qu'elle est restée dans la famille. Créature doit la sauver. Créature ne laissera pas le maître, ni ceux qui ont trahi leur sang, ni les sales gosses la détruire. Je pensais bien que c'était ça, dit Sirius, en regardant avec dédain le mur d'en face. Elle a sûrement jeté un autre maléfice de glu perpétuel pour qu'on ne puisse pas la décrocher. Mais si j'arrive à m'en débarrasser, je ne m'en priverai pas. Et maintenant, va-t'en, Créature. Apparemment, l'elfe n'osait pas désobéir à un ordre direct, mais le regard qu'il lança à Sirius en passant devant lui, de son pas traînant, expliquait la plus profonde répugnance au long du chemin qui le séparait de la porte. Il ne cessa de marmonner. Reviens d'Azkaban et donne des ordres à Créature. Oh, ma pauvre maîtresse, que dirait-elle si elle voyait la maison, à présent, pleine de cette vermine, ses trésors jetés aux ordures? Elle jurait que ce n'était pas son fils, et le voilà de retour. On dit aussi que c'est un assassin. Continue à marmonner comme ça, et je ne vais pas tarder à devenir un véritable assassin, s'exclama Sirius d'un ton exaspéré, en claquant la porte derrière l'elfe. Sirius, il n'a pas toute sa tête, plaidait Hermione, à mon avis. Il ne s'aperçoit pas qu'on entend ce qu'il dit. Il est resté tout seul trop longtemps à obéir aux ordres déments du portrait de ma mère et à parler tout seul, répondit Sirius. Mais de toute façon, il a toujours été horrible, petit. Et si on lui donnait sa liberté, suggéra Hermione avec espoir, peut-être que... Impossible de le libérer. Il sait trop de choses sur l'ordre, répliqua sèchement Sirius. Et d'ailleurs, le choc le tuerait. Propose-lui de quitter la maison, tu verras comment il réagira. Sirius s'approcha du mur auquel était accrochée sur toute sa surface la tapisserie que Créature tenait tant à protéger. Harry et les autres le rejoignirent. Et coucou, Giovanni, comment ça va? La tapisserie paraissait très ancienne. Elle
mais le fil d'or avec lequel elle était brodée continuait de briller, suffisamment pour qu'on puisse voir un arbre généalogique aux multiples ramifications qui remontaient, autant que Harry pouvait en juger, au Moyen-Âge. Tout en haut de la tapisserie était écrit en très grosses lettres: la noble et très ancienne maison des Black, toujours pure. Tu n'y es pas, remarqua Harry, après avoir examiné le bas de l'arbre. J'y étais, répondit Sirius, en montrant un petit trou rond au bord noirci qui ressemblait à une brûlure de cigarette. Mais ma chère mère m'a effacé d'un coup de baguette lorsque je suis parti de la maison. Créature aime beaucoup raconter l'histoire quand il parle tout seul. Tu t'es enfui de la maison. Quand j'ai eu 16 ans, j'en ai eu assez. Où es-tu allé demanda Harry, en le regardant avec de grands yeux. Chez ton père, dit Sirius. Tes grands-parents ont été très gentils avec moi. D'une certaine manière, ils m'ont considéré comme leur deuxième fils. Je suis allé camper chez eux pendant les vacances scolaires, et quand j'ai eu 17 ans, j'ai pris une maison à moi. Mon oncle, Alvar, m'avait laissé une assez belle quantité d'or. Lui aussi, on l'a enlevé de l'arbre, sans doute à cause de ça. Et à partir de cette époque, j'ai pu vivre par mes propres moyens. Mais j'ai toujours été invité à déjeuner le dimanche chez Mrs. et Monsieur Potter. Et pourquoi es-tu parti? Sirius eut un sourire amer et passa ses doigts le long des cheveux emmêlés. Parce que je les haïssais tous, mes parents, avec leur manie du sang pur, qui étaient convaincus qu'être un Black donnait quasiment un rang royal. Mon idiot de frère, suffisamment bête pour les croire. Tiens, c'est lui. Sirius tapota de l'index le bas de l'arbre généalogique, à l'endroit qui portait le nom de Regulus Black. La date de sa mort, une quinzaine d'années auparavant, suivait sa date de naissance. Il était plus jeune que moi, reprit Sirius, et un bien meilleur fils, comme on ne manquait jamais de me le faire observer. Mais il est mort, dit. Oui, l'imbécile. Il s'est enrôlé dans les manches morts. Tu plaisantes? Allons, Harry, tu as vu suffisamment de choses dans cette maison pour savoir quel genre de famille vivait ici, non? Répliqua Sirius avec mauvaise humeur. Étaient aussi des manches morts. Non, mais crois-moi, ils approuvaient les idées de Voldemort. Ils étaient tous partisans de purifier la race des sorciers, de se débarrasser de ceux qui venaient des familles de Moldus et de mettre les sangs purs au pouvoir. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls. Beaucoup de gens, avant que Voldemort montre sa vraie nature, étaient persuadés qu'il avait raison. Et ils ont été un peu refroidis en voyant ce qu'il était prêt à faire pour prendre le pouvoir. Mais au début, quand il s'est engagé, je suis sûr que mes parents voyaient en Regulus un brave petit héros. Il a été tué par un aurore, demanda Harry, d'une voix hésitante. Oh non, répondit Sirius, non. Il a été assassiné par Voldemort. Ou sur ordre de Voldemort, plus vraisemblablement. Je doute que Regulus ait jamais été assez important pour que Voldemort se donne la peine de le tuer lui-même. D'après ce que j'ai su après sa mort, il l'a suivi jusqu'à un certain point, puis il a été pris de panique devant ce qu'on lui demandait de faire et il a essayé de se retirer. Mais on ne quitte pas Voldemort en lui écrivant une simple lettre de démission. Avec lui, il faut servir ou mourir. Le déjeuner est prêt, annonça la voix de Mrs. Weasley. Elle tenait à bout de bras sa baguette magique sur laquelle reposait en équilibre un énorme plateau chargé de sandwichs et de gâteaux. Le teint écarlate, elle semblait toujours en colère. Les autres s'approchèrent d'elle, affamés, mais Harry restait à côté de Sirius, qui s'était penché sur la tapisserie. Ça fait des années que je ne l'ai pas regardé. Voilà Phineas Nigellus, mon arrière-grand-père. Tu vois, le directeur le moins aimé de toute l'histoire de Poudlard. Et là, c'est Araminta Malfoy, une cousine de ma mère. Elle a essayé de faire passer une loi au ministère pour autoriser la chasse aux moldus. Et cette chère tante Eladora, c'est elle qui a inauguré la tradition de décapiter les elfes de maison
quand ils étaient trop vieux pour porter les plateaux de thé. Bien entendu, chaque fois qu'un membre de la famille se révélait à peu près fréquentable, il était renié. Je vois que Tonks n'est pas là. C'est sans doute pour ça que Créature refuse de lui obéir. Il est censé faire tout ce que lui demandent les membres de la famille. Tu es parent avec Tonks, s'étonna Harry. Oh oui, Andromeda, sa mère, était ma cousine préférée, répondit Sirius en examinant attentivement la tapisserie. Non, Andromeda n'est pas là non plus, regarde. Il montra un autre petit trou où les noms de Bellatrix et entre les noms de Bellatrix et Narcissa. Les sœurs d'Andromeda y sont toujours parce qu'elles se sont mariées à de charmants et respectables sangs purs. Mais Andromeda a épousé un sorcier d'origine moldue, Ted Tonks, alors. Sirius mima le geste par lequel on avait brûlé le nom d'un coup de baguette magique, puis il eut un rire amer. Harry, en revanche, ne riait pas. Il était trop occupé à lire les noms qui figuraient à droite de la marque noircie d'Andromeda. Un double trait brodé d'or liait Narcissa Black à Lucius Malfoy, et une ligne verticale unique menait au nom de Drago. Tu es parent avec les Malfoy. Les familles de sang pur sont toutes parentes, expliqua Sirius. Si tu ne laisses tes enfants se marier avec d'autres sangs purs, le choix devient très vite limité. Nous ne sommes plus très nombreux. Molly est ma cousine par alliance. Arthur est quelque chose comme mon deuxième cousin au 2e degré. Mais inutile de les chercher sur cet arbre. Il n'y a jamais eu de famille qui soit considérée comme traître à son sang. C'est bien les Weasley. Mais regardez à présent le nom qui figurait à gauche de la marque d'Andromeda. Bellatrix Black était relié à un double trait à Rodolphus Lestrange. Lestrange, lut Harry à haute voix. Le nom évoquait quelque chose dans sa mémoire. Il l'avait déjà entendu quelque part, mais pour le moment, il ne pouvait se rappeler où. Une étrange sensation s'insinua cependant au creux de son estomac. Ils sont à Azkaban, dit sèchement Sirius. Harry le regarda avec curiosité. Bellatrix et son mari Rodolphus y sont entrés en même temps que Barty Croupton Junior, poursuivit Sirius, du même ton brusque. Rabastan, le frère de Rodolphus, était également avec eux. Harry retrouva alors la mémoire. Il avait vu Bellatrix Lestrange dans la piscine de Dumbledore, l'étrange objet dans lequel on pouvait conserver ses pensées et ses souvenirs. Une grande femme brune avec des paupières lourdes qui avait comparu devant le tribunal en proclamant sa fidélité à Voldemort, sa fierté d'avoir tenté de le retrouver après sa chute et sa conviction qu'elle serait un jour récompensée pour sa loyauté. Tu ne m'as jamais dit quelle importance qu'elle soit ma cousine, répliqua brusquement Sirius. En ce qui me concerne, je ne les considère pas comme ma famille, particulièrement. Je ne l'ai pas revue depuis que j'avais ton âge, sauf si on compte le bref instant où je l'ai aperçue le jour de son arrivée à Azkaban. Tu crois vraiment que je suis fier d'avoir une parente comme elle? Désolé, dit précipitamment Harry. Je ne voulais pas, j'étais simplement surprise et tout. Ça n'a pas d'importance, ne t'excuse pas, grommela Sirius. Les mains enfoncées dans ses poches, il se détourna de la tapisserie. Je n'aime pas être ici, dit-il en contemplant le salon. Je n'avais jamais pensé que je serais un jour à nouveau enfermé dans cette maison. Harry le comprenait parfaitement. Il savait que lui-même ressentirait si, devenu adulte, il était obligé de retourner vivre au 4 Private Drive, après avoir cru en être libéré à jamais. Bien sûr, c'est idéal pour un quartier général, dit Sirius. Lorsqu'ils y habitaient, mon père a doté la maison de tous les systèmes de sécurité connus dans le monde de la sorcellerie. Elle est incartable, et donc, les Moldus ne pourraient jamais la localiser. Comme s'ils en avaient envie. Et maintenant que Dumbledore a ajouté sa propre protection, on aurait du mal à trouver une maison plus sûre. Dumbledore est le gardien du secret au sein de l'ordre, ce qui signifie que personne ne peut découvrir le quartier général
s'il ne lui révèle pas personnellement son emplacement. Ce petit mot que Maugrey t'a montré hier soir était de la main de Dumbledore. Si mes parents... pardon. Sirius eut un rire bref, semblable à un aboiement. Si mes parents pourraient voir à quoi leur sert leur demeure, à présent, le portrait de ma mère te donne une idée de ce qu'ils en penseraient. Il fronça les sourcils, puis soupira. Ça me serait égal si au moins j'avais la possibilité de sortir un peu de temps en temps pour faire quelque chose d'utile. J'ai demandé à Dumbledore si je pouvais t'accompagner au ministère le jour de ton audience, sous la forme de Sniffle, bien sûr, pour t'apporter un peu de soutien moral. Qu'en penses-tu? Harry sentit son estomac chavirer. Il n'avait plus pensé à la convocation depuis le dîner de la veille. La joie de les revoir les êtres qui étaient le plus chers à ses yeux et l'excitation de savoir enfin ce qu'il se passait l'avaient complètement chassé de son esprit. En entendant les paroles de Sirius, la peur l'accabla à nouveau. Il regardait Hermione et les Weasley, tous occupés à manger leur sandwich, en se demandant ce qu'il éprouvait s'il ne retournait plus à Poudlard. « Ne t'inquiète pas, dit Sirius. » Harry leva les yeux et s'aperçut que Sirius l'observait. « Je suis sûr qu'il d'innocentron. Il y a bel et bien dans le Code international du secret magique un article qui autorise l'usage de sortilèges si ta vie est menacée. » « Mais s'il me renvoie quand même, dit Harry à voix basse, est-ce que je pourrais revenir ici et vivre avec toi? » Sirius eut un sourire triste. « On verra. J'aurais beaucoup moins peur de cette audience si j'étais sûr de ne pas être obligé de retourner chez les Dursley, insista Harry. Ils doivent être vraiment terribles si tu préfères vivre ici, remarqua Sirius d'un air sombre. Dépêchez-vous tous les deux, sinon il n'y aura plus rien à manger, leur lança Mrs. Weasley. Sirius poussa d'un nouveau profond soupir, jeta un regard noir à la tapisserie, puis rejoignit les autres en compagnie de Harry. Cet après-midi-là, Harry fit de son mieux pour ne pas penser à son convocation au ministère pendant le temps qu'ils passèrent à vider les armoires vitrées. Fort heureusement, ce travail exigeait une très grande concentration, car la plupart des objets contenus dans le meuble n'avaient pas la moindre envie de quitter leurs étagères poussiéreuses. Sirius se fit mordre cruellement par une tabatière en argent. En quelques secondes, une sorte de croûte repoussante lui recouvrit la main, tel un gant dur et marron. « Ce n'est rien, dit-il en examinant sa main d'un air intéressé, avant de lui montrer un petit coup de baguette magique qui lui rendit sa peau normale. Il doit y avoir de la poudre à verrues là-dedans. » Il jeta la boîte dans le sac où ils rassemblèrent le bric-à-brac trouvé dans les armoires. Quelques instants plus tard, Harry vit George envelopper sa propre main dans un chiffon et glisser la tabatière dans sa poche déjà remplie de Deoxys. Il découvrit un instrument en argent d'aspect assez déplaisant, une sorte de pince à épiler, pourvue de nombreuses pattes qui se mit à courir comme une araignée le long du bras de Harry et essaya de lui percer la peau. Sirius attrapa l'objet et l'écrasa avec un lourd volume intitulé « Noble par nature, une généalogie des sorciers ». Il y avait également une boîte à musique d'où s'élevait une mélodie aigrelette et un peu sinistre lorsqu'on la remontait. En l'entendant, il se sentit étrangement faible et somnolent jusqu'à ce que Ginny ait le bon sens de le refermer le couvercle. Ils trouvèrent aussi un lourd médaillon que personne ne parvint à ouvrir, un bon nombre de sceaux anciens et enfin, dans toute une boîte poussiéreuse, une médaille de l'ordre de Merlin, première classe, qui avait été décernée au grand-père de Sirius pour service rendu au ministère. C'est intéressant là parce qu'il parle d'un élément dans tout ce que je viens de citer qui est hyper important et qui sera dans la suite de l'histoire. Et c'est trop bien, voilà. Ça veut dire qu'il leur a donné un tas d'or, commenta Sirius avec mépris en jetant la médaille dans le sac. À plusieurs reprises, Créature se glissa dans la pièce et tenta d'emporter des objets en les dissimulant sous son pagne. Chaque fois qu'il se faisait prendre, on l'entendait marmonner d'épouvantables malédictions. Lorsque Sirius lui arracha un anneau en or qui portait les armoiries des plaques, Créature éclata en sanglots,
furieux, et quitta la pièce en pleurant et en grommelant à l'adresse de son maître des injures que Harry n'avait encore jamais entendues. Cet anneau appartenait à mon père, dit Sirius, en l'expédiant dans le sac. Créature ne lui était pas aussi dévouée qu'à ma mère, mais je l'ai quand même surpris la semaine dernière en train de serrer contre lui un de ses vieux pantalons. Dans les jours qui suivirent, Mrs. Weasley continuait à les faire travailler dur. Il fallut 3 jours pour assainir le salon. Finalement, il ne restait plus que 2 éléments indésirables, la tapisserie, représentant l'arbre généalogique de la famille Black, impossible à décrocher en dépit de tous leurs efforts, et le secrétaire, qui continuait d'émettre des bruits suspects. Maugret n'était pas encore repassé par le quartier général. Il ne savait donc toujours pas avec certitude ce qu'il s'y cachait. Ils passèrent du salon à une salle à manger du rez-de-chaussée, où ils trouvèrent des araignées, grandes comme des soucoupes, cachées dans le buffet. Ron s'empressa de quitter la pièce pour aller faire du thé, et ne revint qu'au bout d'1 heure et demie. Sirius jeta sans cérémonie dans un sac poubelle la vaisselle de porcelaine qui contenait les armoiries et la devise des Black. Le même sort frappa une série de photos anciennes, conservées dans un cadre d'argent terni, et dont les sujets poussèrent des petits cris aigus lorsque le verre qui les protégeait se brisa dans leur chute. Rogue pouvait toujours parler de nettoyage, mais aux yeux de Harry, il s'agissait en fait d'une véritable guerre menée contre la maison, qui opposait une résistance acharnée. Encouragé et soutenu par Créature, l'elfe ne cessait d'apparaître partout où il se trouvait. Ses marmonnements devenaient de plus en plus injurieux, tandis qu'il s'efforçait d'arracher ce qui pouvait au sac poubelle. Sirius alla jusqu'à le menacer de lui donner un vêtement, mais Créature le fixa d'un regard larmoyant et dit « Le maître fait ce que le maître désire. » Avant de tourner les talons, en marmonnant d'une voix forte, « Mais le maître ne renverra pas Créature, parce que Créature sait très bien ce qu'il se prépare. Oh oui, le maître complote contre le Seigneur des Ténèbres avec ses sangs de pourpre, ses traîtres, toutes ses vermines. » Sur quoi Sirius, sans prêter attention aux protestations d'Hermione, saisit Créature par son pagne et le jeta hors de la pièce. La cloche de la porte d'entrée retentissait plusieurs fois par jour. Chaque fois, la mère de Sirius se mettait à hurler, et Harry et les autres se précipitaient pour essayer d'entendre ce que disait le visiteur. Mais ils n'arrivaient pas à glaner grand-chose des images fugitives et des bribes de conversation qu'ils surprenaient car Mrs. Weasley les rappelait aussitôt à leur tâche. Rogue fit encore quelques allées et venues, mais au grand soulagement de Harry, ils ne se retrouvèrent jamais face à face. Harry aperçut également le professeur McGonagall, qui enseignait la métamorphose à Poudlard. Elle était vêtue d'une robe et d'un manteau moldu qui lui donnait une allure très étrange et paraissait, elle aussi, trop occupée pour s'attarder dans la maison. Parfois, cependant, l'un des visiteurs restait pour les aider. Ainsi, donc se joignit à eux lors d'une après-midi mémorable au cours duquel ils découvrirent une vieille goule meurtrière qui se cachait dans les toilettes du dernier étage. Lupin, qui habitait dans la maison avec Sirius, mais partait pendant de longues périodes pour accomplir des mystérieuses missions au service de l'ordre, les aida à réparer une horloge de grand-mère qui avait pris la désagréable habitude de jeter de gros boulons sur quiconque passait à proximité. Mundungus remonta également dans l'estime de Mrs. Weasley en sauvant Ron de l'attaque d'une collection de vieilles robes pourpres qui avait essayé de l'étrangler lorsqu'il l'avait sorti d'une armoire. En dépit d'un sommeil agité, toujours peuplé des mêmes rêves de couloirs et de portes verrouillées qui provoquaient des picotements le long de sa cicatrice, Harry, pour la première fois depuis le début de l'été, parvint à s'amuser un peu. Tant qu'il était occupé, il se sentait heureux, mais lorsque le rythme de ses activités se relâchait, lorsqu'il baissait la garde ou restait allongé sur son lit, épuisé, à regarder passer les ombres au plafond, sa convention au ministère lui revenait en tête. La peur lui perçait les entrailles comme des aiguilles quand il se demandait ce qu'il se passait, s'il était vraiment renvoyé de Poudlard.
C'était une idée si effrayante qu'il n'osait même pas en parler à voix haute, pas même à Ron et à Hermione. Respectant ce silence, eux aussi s'abstenaient d'aborder le sujet, bien que Harry les vit parfois chuchoter tous les deux, en lui jetant des regards inquiets. Par moments, son imagination lui montrait malgré lui un fonctionnaire sans visage qui cassait sa baguette en deux et lui ordonnait de retourner vivre chez les Dursley. Mais il n'obéirait pas. Il avait décidé de rester ferme sur ce point. Il reviendrait ici, Square Grimmauld, pour vivre avec Sirius. Il eut l'impression qu'une brique lui tombait dans l'estomac lorsque le mercredi soir, pendant le dîner, Madame Weasley lui dit à voix basse: « Je t'ai repassé tes plus beaux habits pour demain matin, Harry, et je veux aussi que tu te laves les cheveux ce soir. Une première impression favorable peut faire des merveilles. » Ron, Hermione, George et Ginny interrompirent leur conversation, le regard tourné vers lui. Harry esquiva un signe de tête et s'efforça de finir sa côtelette, mais sa bouche était devenue si sèche qu'il n'arrivait plus à mâcher. « Comment vais-je faire pour aller là-bas » demanda-t-il à Mrs. Weasley, en essayant de parler d'un ton détaché. « Arthur va t'emmener avec lui en allant au bureau, dit-elle avec douceur. » De l'autre côté de la table, M. Weasley lui adressa un sourire encourageant. « Tu n'auras qu'à rester dans mon bureau en attendant l'heure de l'audience, dit-il. Et merci pour le nouveau follow, Evan. C'est bien, on arrive bientôt à la fin, désolé, mais merci beaucoup. Comment tu vas ?» Harry jeta un coup d'œil à Sirius, mais avant qu'il ait pu poser la question, Mrs. Weasley avait déjà répondu. « Le professeur Dumbledore ne pense pas que ce soit une bonne idée pour Sirius de t'accompagner, et je dois dire qu'à mon avis, il a tout à fait raison. » acheva Sirius les dents serrées. Mrs. Weasley baissa les lèvres. « Quand est-ce que Dumbledore vous a dit ça » demanda Harry, sans quitter Sirius des yeux. « Il est passé hier soir quand tu étais couché » répondit Mrs. Weasley. « Bah merci, c'est gentil Evan, très très gentil. Bah moi ça va bien, un peu fatigué, c'est pour ça que ce soir je lis que 2 chapitres et que là il me reste 4 lignes et j'ai fini. Mais c'est bien, c'est cool. » Sirius donna un coup de fourchette rageur dans une pomme de terre. Harry baissa les yeux sur son assiette, à la pensée que Dumbledore se trouvait dans la maison la veille de sa convocation et qu'il n'ait pas demandé à le voir. Harry se sentit encore plus mal, si c'était encore possible. Et voilà. Bon, on a fini pour ce soir parce que voilà, j'ai plus de voix et comme j'étais malade toute la semaine, je suis un peu fatigué. Mais du coup, la suite mardi soir, 23h pareil, on se donne rendez-vous. Et le prochain, là, ouais, c'est mardi soir. Mercredi, on fera enfin la découverte que je dois faire depuis 3 semaines, qui sera le nouveau Horizon sur PS5. On va voir s'il est bien ou pas, si c'est comme le premier ou pas, on va voir. On testera tout ça. Et jeudi, on commence Demon Slayer aussi sur PS5. Voilà pour les nouveautés. Et en tout cas, merci à toi Evan pour le nouveau follow, c'est très très gentil. Merci aussi à je sais plus qui s'est follow dans la journée. Merci beaucoup de se dire, ça fait super plaisir. Et je vous dis du coup rendez-vous à mardi. Et du coup Evan, si tu veux le programme et tout, n'hésite pas à rejoindre le Discord si tu veux. Il y en a plusieurs streamers sur le Discord. Tu pourras voir ce que les autres proposent. Différents trucs. On est répartis selon certains rôles, pour certains jeux, etc. Moi par exemple je joue beaucoup à SOT et je joue beaucoup à SOT, donc si jamais tu as envie de rejoindre, n'hésite pas. Et sur ce, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous